Lorsque j'ai demandé à ma petite amie de garder mon fils pendant 2 heures, elle m'a envoyé une facture de $1000. Je ne suis ni votre nounou ni votre femme de ménage, a-t-elle écrit. J'ai répondu, compris. Puis j'ai préparé un récapitulatif des dépenses. Loyers impayés, courses, charges, même les produits de première nécessité, et j'y ai inclus une facture de $126 000. Elle m'a appelé. Attends, tu es sérieux? J'ai répondu, oui. Elle a appelé ses parents, bouleversés. Lors de la discussion urgente, je leur ai simplement tendu le dossier. Puis, lorsque ma petite amie m'a envoyé une facture de $1000 pour avoir gardé mon fils de 6 ans pendant 2 heures, j'ai fixé mon téléphone si longtemps que l'écran s'est éteint. Au début, j'ai cru que c'était une blague. J'étais assis seul dans la cabine de son à la station de radio. Mes écouteurs pendaient toujours autour de mon cou. Le panneau rouge à l'antenne était éteint au-dessus de la porte du studio. Ma session s'était terminée quelques minutes plus tôt, mais je n'avais pas bougé. Son message s'affichait sur mon écran comme une gifle, parfaitement formatée. Facture de service de garde d'enfants. Client, Tristan Hill. Montant du $1000. Et en dessous, une phrase, je ne suis ni votre nounou ni votre femme de ménage. Je l'ai lu une fois, puis encore. La station ronronnait autour de moi avec ses bruits habituels. Musique lointaine d'un autre studio, léger grésillement d'un moniteur inactif, le bourdonnement des vieilles bouches d'aération. D'habitude, ces sons me calmaient. D'habitude, la cabine me semblait être le seul endroit où la vie restait sous contrôle. Je parlais dans un microphone, les gens écoutaient, l'horloge avançait par segments clairs, et tout avait une structure. Mais cette nuit-là, tout ce que j'entendais, c'était mon propre pouls. J'ai tapé seulement 2 mots en réponse, compris. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire un document que je n'avais jamais prévu de créer. Ce fut le moment où tout a changé. Mon nom est Tristan Hill. J'ai 34 ans et je travaille comme animateur et narrateur. J'anime des émissions de radio le soir, j'enregistre des voix off pour des publicités et je fais de la narration en freelance dès que je peux en trouver. Les gens me disent que ma voix est calme, chaleureuse, digne de confiance. C'est amusant, car au cours des 2 dernières années, ma vie privée avait été construite sur l'épuisement, le compromis et une sorte de ressentiment silencieux que je faisais semblant de ne pas ressentir. Je suis père célibataire d'un garçon de 6 ans nommé Ellie. Sa mère est partie quand il avait 3 ans. Pas dans une explosion dramatique. Elle s'est juste lentement éloignée jusqu'à ce qu'un jour, il devienne évident qu'elle préférait la liberté à la responsabilité. J'ai arrêté de chercher des explications il y a longtemps. On ne peut pas supplier quelqu'un d'aimer la vie qu'il a contribué à créer indéfiniment. Après son départ, tout est retombé sur moi. Les dépôts à l'école, les quarts de nuit, les courses, la lessive à minuit, les montages de voix off après que mon fils se soit endormi, la préparation des repas tout en répondant aux emails des clients, le maintien d'un foyer avec trop peu de sommeil et trop de caféine. Puis j'ai rencontré ma petite amie. Elle travaillait dans la promotion d'événements pour une entreprise partenaire de la station. Elle était soignée, attirante, intelligente et incroyablement douée pour faire en sorte que les gens se sentent privilégiés lorsqu'elle se concentrait sur eux. Elle a flirté avec moi en premier, a dit qu'elle aimait ma voix, a dit que c'était rafraîchissant de rencontrer un homme qui prenait la paternité au sérieux. Au début, elle m'a semblé être un soulagement. Elle disait toutes les bonnes choses, qu'Ellie était adorable, que mon dévouement me distinguait des autres hommes, qu'elle admirait ma stabilité. Pendant un certain temps, j'ai cru avoir trouvé quelqu'un qui comprenait à quoi ressemblait la vraie vie. Ce que j'ai réellement trouvé, c'est quelqu'un qui aimait l'idée de moi plus que la réalité. Car la réalité venait avec des factures, des routines, des sacrifices et un enfant qui avait besoin de choses selon un emploi du temps qui ne se souciait de l'humeur de personne. Elle a emménagé temporairement dans mon appartement après que son loyer ait augmenté. Elle a pleuré un soir à ma table de cuisine et a dit qu'elle avait juste besoin de quelques mois pour se remettre sur pied. Je l'ai cru. J'ai fait de la place dans le placard, vidé une étagère dans la salle de bain, et je me suis dit que c'était ça, prendre soin de quelqu'un. Ces quelques mois sont devenus 1 an et demi, et lentement, presque invisiblement, j'ai commencé à tout payer. Le loyer, les courses, les charges, le Wi-Fi, les produits ménagers, les plats à emporter quand elle était fauchée, l'essence quand son compte était bas, une facture de téléphone une fois quand le sien a été coupé avant un événement, une batterie de voiture, des articles de toilette.
Toutes ces petites choses qui s'additionnent si progressivement qu'on remarque à peine qu'on se noie avant d'essayer de se relever. Elle contribuait de temps en temps, mais jamais de manière constante. Il y avait toujours une raison. Un paiement retardé, un mois difficile, une dépense imprévue, une promesse de rattraper plus tard. Plus tard n'est jamais venu, mais l'argent n'en était qu'une partie. Ce qui m'a le plus épuisé, c'est son attitude envers tout ce qui ressemblait à une responsabilité partagée. Si elle remplissait le lave-vaisselle une fois, elle agissait comme si elle méritait une médaille. Si je nettoyais, cuisinais, travaillais, élevais et payais presque tout, c'était juste attendu, invisible. La première vraie fissure est apparue un soir où je lui ai demandé d'essuyer le comptoir après qu'elle et Ellie aient fait un projet scolaire avec de la colle et des marqueurs partout dans la cuisine. Elle m'a regardé comme si je l'avais insultée et a dit « Je ne suis pas votre femme de ménage ». J'ai laissé tomber. Une autre fois, je lui ai demandé si elle pouvait aller chercher Ellie à l'école parce que le trafic d'une séance d'enregistrement allait me mettre en retard. Elle a soupiré et a dit « Je peux, mais il faut que tu comprennes que c'est une énorme faveur ». Son énorme faveur s'est avérée être un retard pour une manucure et des verres avec une amie. Je l'ai quand même remerciée. C'est la partie que je déteste le plus en y repensant. Non pas que j'ai été utilisé, mais que je sois resté poli pendant que cela se produisait. Puis vint le mardi qui nous a achevés. Ma mère, qui gardait habituellement Ellie après l'école 2 fois par semaine, m'a envoyé un message depuis les urgences. Cheville foulée, elle ne pouvait pas conduire. Mon quart de travail cet après-midi-là était un désastre. Un producteur s'était déclaré malade, un segment sponsorisé devait être réenregistré, et j'avais une date limite de voix off en plus de mon créneau en direct. Ellie sortait de l'école à 15 heures. Je n'avais pas de babysitter. Pour une fois, j'avais besoin que la femme qui vivait avec nous agisse comme une partie du foyer. Je l'ai appelée vers 13h30. « Salut », a-t-elle répondu. « Salut, j'ai besoin d'une faveur. » Pause. Quel genre? Ma mère ne peut pas venir chercher Ellie. J'ai besoin de quelqu'un pour le récupérer à l'école et rester avec lui jusqu'à ce que je rentre. 2 heures, peut-être 2h30. Une autre pause. J'ai des projets. Peuvent-ils être déplacés? Elle a soupiré. Je peux le faire, mais c'est exactement de cela dont je parlais. J'ai froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Tu continues de supposer que je suis disponible pour absorber tes responsabilités. Pendant une seconde, j'ai juste fixé la vitre insonorisée devant moi. Absorber mes responsabilités? Oui. Je n'ai pas signé pour être la garde d'enfants par défaut. C'est 2 heures. C'est le principe, Tristan. J'aurais dû argumenter. J'aurais dû dire ce qui était au bout de ma langue, que les principes n'avaient apparemment d'importance que lorsqu'on lui demandait quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai demandé une dernière fois, tu peux le faire ou pas? Elle a expiré brusquement. Bien. Je vais le faire. À 17h07, alors que j'attendais un rendu audio à la station, mon téléphone a vibré. J'ai regardé et j'ai vu la facture. Présentation professionnelle, ton froid, montant total du, $1000. Et en dessous, je ne suis ni votre nounou ni votre femme de ménage. Cette phrase a frappé plus fort que le chiffre. Le chiffre était ridicule. La phrase était honnête. C'est ainsi qu'elle me voyait, non pas comme un partenaire, non pas comme de la famille, mais comme un homme essayant de lui assigner une tâche. C'est ainsi qu'elle voyait mon fils, non pas comme un enfant dans sa maison qui avait besoin de soins pendant 2 heures, mais comme une demande de service. J'ai répondu, compris. Puis j'ai ouvert Excel. Si elle voulait que ce soit transactionnel, très bien. J'ai commencé par les bases. Loyers impayés pendant 18 mois, puis les courses. J'avais des reçus pour presque tout parce que le travail en freelance m'avait appris à documenter chaque dépense. Puis les charges, puis les produits ménagers, puis les frais de transport que j'avais couverts pour elle, puis les factures de téléphone, les dépenses d'urgence, tous les paiements aléatoires juste cette fois qui étaient devenus routiniers. Au moment où j'ai terminé, le chiffre était déjà énorme. Puis j'ai ajouté une autre section, non pas parce que je pensais pouvoir la recouvrer légalement, mais parce que je voulais que la vérité soit exposée dans son intégralité. La valeur de ce que j'avais subventionné. Logement, nourriture, charges, essentiels, sauvetage répété, le tout additionné. Honnêtement, le chiffre final s'élevait à $126 000.
Était-ce symbolique? Absolument. Était-ce aussi ancré dans la réalité? Plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Car l'exploitation semble gérable quand elle est mensuelle. Elle semble monstrueuse quand elle est totalisée. J'ai imprimé le résumé, les glissé dans un dossier noir et les ramené à la maison. À 17h41, mon téléphone a sonné. Elle avait l'air furieuse. Attends, tu es sérieux? Oui. Tu m'as vraiment envoyé une déclaration? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai failli rire. Tu m'as facturé pour te demander de garder mon fils pendant 2 heures. Parce que j'en ai marre d'être traité comme une main-d'œuvre intégrée. Et j'en ai marre de financer ta vie pendant que tu agis comme si tu étais insulté par des responsabilités de base. Ce n'est pas la même chose. Si, quand une personne fait tout le travail. Elle a élevé la voix. Je faisais valoir un point. Moi aussi. Puis elle a prononcé la phrase qu'elle pensait clairement m'effrayer. J'appelle mes parents. Vas-y, ai-je dit. Quand je suis rentré à la maison, Ellie était dans sa chambre en train de construire un fort en carton et avait à peine l'air bouleversée, ce qui me disait qu'elle n'avait pas fait grand-chose, sauf m'attendre. Papa, dit-il en courant vers moi. Je l'ai pris dans mes bras. Salut, mon pote. Il a enfoui son visage dans mon épaule. Elle était en colère. Je l'ai serré un peu plus fort. T'a-t-elle dit quelque chose de méchant? Il a haussé les épaules. Elle était au téléphone. C'était suffisant. Elle n'était pas à la maison. Ses chaussures avaient disparu, mais la plupart de ses affaires étaient toujours là. Elle était partie en trombe. À 20h14, elle a envoyé un message, « Mes parents veulent une discussion urgente ce soir. Nous arrivons à 21h. » J'ai répondu, « D'accord. » J'ai installé Ellie dans ma chambre avec une couverture et un film. À 21h, la sonnette a retenti. Elle est entrée la première, les yeux rouges, les bras croisés. Son père a suivi avec la posture rigide et agressive d'un homme déjà prêt à défendre sa fille avant d'entendre quoi que ce soit. Sa mère est venue derrière eux, les lèvres minces, l'expression tendue. Personne n'a dit bonjour. Son père a commencé immédiatement, « Quel genre de coup monté est-ce » Je n'ai pas répondu. J'ai pris le dossier noir sur le comptoir de la cuisine et le lui ai tendu. Cela a changé l'ambiance de la pièce. Il l'a ouvert avec une irritation évidente, puis a commencé à lire. Sa femme s'est penchée. Le visage de ma petite amie a changé au moment où elle a réalisé que ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était de la documentation. L'appartement est devenu silencieux. Personne n'aime les papiers quand on a l'habitude de s'en sortir avec l'humeur et le vague. Sa mère a été la première à craquer. C'est absurde. Non, ai-je dit. C'est détaillé. Ma petite amie a lâché, tu ne t'attends pas vraiment à ce que je paie 126 000 $. Tu t'attendais à ce que je paie 1 000 $. C'était différent. J'ai hoché la tête. Tu continues de dire ça. Son père a levé les yeux. Tu es mesquin. Peut-être, mais je suis aussi précis. Puis ma petite amie a explosé. J'en ai marre d'être traitée comme une femme de ménage à qui tu peux simplement assigner des tâches. Je ne suis pas ta nounou. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai dit, en 18 mois, tu n'as pas payé de loyer de manière constante. Tu n'as pas payé les courses de manière constante. Tu n'as pas payé les charges de manière constante. J'ai financé la majeure partie de ta vie, et quand je te demande 2 heures en cas d'urgence, tu m'envoies une facture. Sa mère est intervenue. Les relations ne sont pas des exercices comptables. Non, ai-je dit. Mais des gens comme ta fille les transforment en ça quand ça les arrange. Elle a tressailli. Ma petite amie a tenté une autre approche. Alors, payer les choses signifie que tu me dois. Non. Cela signifie que j'arrête de faire semblant de ne pas remarquer. Cela a frappé plus fort que si j'avais crié. Son père a essayé de reprendre le contrôle. Personne ne doit 6 chiffres à personne. Je suis d'accord, ai-je dit. C'est pourquoi je ne la poursuis pas en justice. Les trois ont fait une pause. Puis j'ai dit la partie importante. Mais elle déménage. La pièce est devenue silencieuse. Quoi, a-t-elle murmuré. Tu m'as bien entendu. Tu me jettes dehors pour un seul message? Non, ai-je dit.
Je mets fin à cela à cause de ce que ce message a prouvé. Sa mère m'a regardé fixement. Où est-elle censée aller? J'ai soutenu son regard. Cela me semble être une conversation pour elle et ses parents. Ma petite amie a semblé choquée, comme si elle croyait vraiment que cela se terminerait avec moi m'excusant d'avoir pris ça trop au sérieux. Ce fut le moment où j'ai compris quelque chose d'important. Elle n'avait jamais anticipé les conséquences. Elle pensait que je serais blessé, peut-être en colère, mais toujours disponible, toujours doux, toujours attentionné. Au lieu de cela, la structure s'est effondrée sous ses pieds. Sa mère a changé de ton et a essayé de raisonner. Les couples disent des choses sous le coup de la colère. On ne détruit pas toute une vie pour une mauvaise journée. J'ai secoué la tête. Je ne détruis pas toute une vie pour une mauvaise journée. Je mets fin à un schéma que j'aurais dû arrêter il y a longtemps. Puis j'ai pris 2 sacs de déménagement vides dans le placard du couloir et les ai posés sur le sol devant elle. Tu peux prendre l'essentiel ce soir. Je mettrai le reste en boîte demain. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu es sérieux? Oui. Pendant un instant, son père a semblé vouloir me menacer, mais il n'y a qu'une certaine intimidation qu'un homme peut manifester en se tenant dans l'appartement d'un autre homme, tenant un dossier qui prouve que sa fille a vécu au crochet pendant plus d'1 an. Alors, au lieu de cela, il n'a rien dit. Elle a fait ses valises furieusement. Trousse de maquillage, bottes, chargeur d'ordinateur portable, quelques robes, cosmétiques, des choses au hasard de la salle de bain et de la chambre. Sa mère a aidé. Son père se tenait là, bouillonnant. À un moment donné, elle a renversé une bouteille de bain moussant des lits. Le liquide bleu s'est répandu sur le carrelage. Elle a regardé le désordre, puis m'a regardé. Je lui ai tendu une serviette. Elle a fixé. Puis elle a nettoyé. Ce petit moment m'en a dit plus que la dispute. Pour une fois, elle a dû gérer le désordre qu'elle avait créé au lieu de s'attendre à ce que je lise tout. Au moment où elle a atteint la porte avec ses sacs, sa colère s'était amenuisée en quelque chose de plus proche de la panique. Alors, c'est tout, demanda-t-elle. Oui. Tout ça parce que je me suis défendu? Non, ai-je dit. Parce que tu nous as utilisés. Le mot « nous » l'a frappé durement. Pas seulement moi et mon fils. Une petite famille avec laquelle elle avait vécu sans jamais vraiment s'intégrer. Elle a regardé derrière moi vers le couloir où les petites chaussettes d'Ellie étaient à moitié visibles près du panier à linge. Pour la première fois cette nuit-là, elle a eu l'air honteuse. Puis elle est partie. Ses parents ont suivi. La porte s'est fermée, et le silence qui a rempli l'appartement après leur départ a semblé plus pur que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. J'ai verrouillé le loquet et je suis resté là à respirer. Puis je suis allé dans ma chambre. Ellie était à moitié endormie, clignant des yeux à la lueur de la télévision. Papa? Je suis là. Elle est partie? Oui. Il a rapproché sa couverture. D'accord. C'était tout. Les enfants savent quand une maison retient l'attention. Parfois, ils n'ont pas besoin d'explications. Ils sentent juste le changement de temps. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé de messages. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi froid. Tu m'as humilié. Mes parents ont dû lire tout ça. Nous devons parler comme des adultes. J'ai répondu une fois. Tu peux récupérer le reste de tes cartons samedi. C'était tout. J'ai passé la journée à emballer ses affaires, soigneusement, méticuleusement, non pas par affection, mais par besoin de tourner la page. Vêtements, outils capillaires, maquillage, objets décoratifs, chaussures, produits de soins à moitié utilisés, la bougie chère qu'elle insistait à dire rendait l'appartement plus élégant. J'ai trouvé étonnamment peu de choses qui avaient réellement été achetées pour le foyer. La plupart étaient pour son confort, son image, sa commodité. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé la copie imprimée de la facture qu'elle avait laissée. Je l'ai fixée longuement. Puis je l'ai glissée dans le dossier avec mon récapitulatif des dépenses et les rangée. Non pas comme une vengeance, mais comme un rappel. Le samedi est arrivé. Ses parents ont récupéré les cartons à sa place. Intéressant. Son père avait l'air fatigué maintenant au lieu d'être en colère. Sa mère évitait mes yeux pendant que nous chargions tout dans le SUV. Avant de partir, sa mère a fait une pause et a dit « Elle reste chez nous pour l'instant ». J'ai hoché la tête.
Elle traverse une période difficile. J'ai regardé les cartons empilés derrière elle. J'en suis sûr. Elle a hésité, puis a ajouté doucement, elle dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point tu couvrais tout. Cela m'a presque fait rire. Bien sûr que non. Les gens ne remarquent que rarement les poutres qui soutiennent le toit jusqu'à ce que l'une d'elles soit retirée. Elle le sait maintenant, ai-je dit. Sa mère a fait un petit signe de tête sec et est partie. Après cela, la vie est devenue étrangement légère, pas facile. J'étais toujours un père célibataire. J'avais toujours des délais de freelance, des courses tardives, et des matins où Ellie refusait les chaussures qu'il avait adorées la veille. Mais le poids émotionnel avait disparu. Plus de ressentiment dans ma propre maison. Plus de paiement pour quelqu'un qui se sentait offensé quand on lui demandait de participer. Plus besoin de me convaincre qu'un effort minimal comptait comme de l'amour. J'ai réaménagé l'appartement. J'ai transformé son coin vanité en un coin lecture pour Ellie. Je me suis débarrassé de la bougie. J'ai acheté un fauteuil d'occasion et j'ai placé une lampe près de la fenêtre. Nous avons commencé à manger des crêpes le dimanche. Nous avons mis de la musique en nettoyant. L'endroit semblait plus petit sans ses affaires, mais d'une certaine manière plus comme chez nous. Quelques semaines plus tard, elle a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu par curiosité. Sa voix était différente, plus douce, plus prudente. J'ai réfléchi, dit-elle. À quoi? À tout. J'ai attendu. J'étais en colère, dit-elle. Et peut-être que j'étais injuste. Peut-être. Puis la vérité est apparue un instant plus tard. Mes parents me font payer un loyer. J'ai fermé les yeux. Voilà, ce n'était pas du remords, mais une conséquence. Elle a continué. Ils m'ont dit que si je vivais là, je devais contribuer. Et mon père m'a fait tout un sermon sur la responsabilité. Je n'ai rien dit. Je suppose que je n'avais jamais compris ce que cela coûtait vraiment de subvenir aux besoins d'un foyer. Oui, ai-je dit. Tu ne l'as pas fait. Il y a eu une pause. Puis, tu crois que nous pourrions peut-être un jour. Non. Elle a inspiré brusquement. Tu ne m'as même pas laissé finir. Tu n'en avais pas besoin. C'est à ce moment-là que j'ai su, pleinement, que j'en avais fini. Non pas parce que je la détestais, mais parce que je n'avais plus aucun désir de la sauver de la vie qu'elle s'était créée. Avant de raccrocher, elle a dit, dis bonjour à Ellie de ma part. J'ai regardé dans le salon où mon fils était allongé sur le tapis, dessinant des requins aux yeux laser. Non, ai-je dit. Je ne le troublerai pas pour ton confort. Elle a raccroché. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons jamais eue. Des mois plus tard, j'ai décroché un meilleur contrat de narration avec un réseau de streaming régional. Il payait suffisamment pour qu'Ellie et moi déménagions dans un appartement plus lumineux avec de meilleures fenêtres et une deuxième chambre assez grande pour qu'il puisse étaler ses dinosaures joués comme un petit musée. Nous avons acheté des rideaux ensemble, nous nous sommes disputés sur les couleurs des murs, nous avons construit une vie qui semblait plus calme, plus propre, la nôtre. Une nuit, alors que je préparais des spaghettis, Ellie a demandé, pourquoi est-ce qu'elle ne vit plus avec nous? J'ai remué la sauce et j'ai réfléchi une seconde. Puis j'ai dit, parce qu'elle ne savait pas être gentille avec notre famille. Il a hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Et honnêtement, c'en était le cas. Car au final, il ne s'agissait jamais vraiment de la facture de 1000 $. Ce n'était que le moment où la vérité est finalement arrivée, portant une étiquette de prix. Le vrai problème était le mépris. Le mépris pour ce que je supportais. Le mépris pour ce que la parentalité exigeait. Le mépris pour l'idée que vivre dans une maison signifie aider à la soutenir. La facture n'était pas un malentendu. C'était une confession. Et mon dossier, celui que j'ai tendu à son père cette nuit-là, ne visait pas vraiment à collecter 126 000 $. C'était un miroir. Une façon de dire, si vous voulez réduire les soins, l'effort et le sacrifice à des transactions, alors totalisons tout honnêtement. Vous ne pouvez pas profiter du travail de quelqu'un pendant des mois et soudain crier à l'exploitation quand il vous demande 2 heures d'aide. Vous ne pouvez pas vivre de la constance d'un homme tout en insultant les fardeaux que cette constance implique. Et vous n'avez absolument pas le droit de traiter son enfant comme un inconvénient à un prix élevé. Pendant longtemps, j'ai cru que les limites devaient être bruyantes. Porte qui claque, cris, discours finaux. Mais parfois, la limite la plus forte est silencieuse.
Une seule réponse, compris. Un dossier propre, une porte ouverte, et le refus de continuer à financer votre propre manque de respect. J'aide toujours les gens. J'aime toujours profondément. Je travaille encore trop dur certaines semaines et je reste éveillé trop tard à réparer des choses qui me tiennent à cœur. Mais j'y prête attention maintenant. Je remarque si la gentillesse va dans les deux sens. Je remarque si la gratitude existe. Je remarque si quelqu'un veut partager sa vie ou simplement être porté par quelqu'un d'autre. Je suis Tristan. Je suis père. Je suis narrateur, ce qui me semble approprié car pendant trop longtemps, j'ai laissé d'autres personnes façonner l'histoire de ma propre vie pendant que je maintenais la paix. Plus maintenant. Maintenant, je sais ceci, au moment où quelqu'un vous envoie une facture pour la décence élémentaire, croyez-le. Puis répondez avec la vérité et les preuves.